Merci. Difficile évidemment de vous réveiller après le repas. Et difficile de parler d'Europe de façon critique parce que évidemment récemment il est apparu que j'allais critiquer un prix Nobel. Si vous le savez, donc l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix. C'est d'autant plus difficile de critiquer l'Europe que lorsque vous critiquez l'action actuelle de l'Union européenne, vous êtes tout de suite taxé d'être anti-européen. La dialectique, par exemple, lorsque Václav Klaus va discuter à Bruxelles et dit « Attention, la construction européenne ne prend pas une bonne direction », on le taxe d'être anti-européen, alors qu'il ne fait que dire que la direction actuelle qui est prise n'est pas bonne et que l'Europe pourrait très bien marcher si on en prenait une autre. Et donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de présenter ce que pourrait être pour un parti libéral une autre direction européenne, mais attention, en disant bien, je suis et je reste profondément européen, parce que j'estime que l'histoire européenne, la première partie de l'histoire européenne a été positive. J'estime qu'il y a un mauvais tournant que je vais expliquer qui a été pris à un moment de cette histoire. Et j'estime qu'il faut simplement corriger ce mauvais tournant et rebâtir une Europe fondée sur nos valeurs libérales. Alors, pourquoi je reste européen malgré tout ? Les apports positifs de l'Europe. Bon, il faut savoir que la légende de la construction de l'Europe, finalement, elle est basée sur... Mais c'est pas une légende, enfin, c'est quand même relativement vrai, même s'il y a eu d'autres arrière-pensées derrière. L'Europe sortait d'une guerre tout à fait dévastatrice, et au-delà de cette guerre dévastatrice, elle gardait des scories des lois qui avaient été votées dans les périodes d'avant-guerre, et notamment d'une vague protectionniste qui avait submergé le monde dans les années 30 à cause de la Grande Dépression, qui avait été initiée par une loi américaine, le Smoot-Hawley Act, et qui avait été suivie par plein de lois de rétorsion protectionnistes prises par tout un tas de pays, dont la France, dans ce cadre. Et donc, les gens qui ont fondé l'Europe ont dit, si nous continuons à vivre chacun dans notre coin, nous allons vers de nouveaux antagonismes, et il est vrai que plus les économies s'interpénètrent, plus on fait de commerce, moins on a d'intérêt à faire la guerre. Et donc, très clairement, c'était une motivation forte des promoteurs, des ancêtres de l'Union européenne, communauté du charbon et de l'acier, marché commun, etc. Et c'est sans doute d'ailleurs une des raisons qui a motivé le comité Nobel d'Oslo pour accorder ce prix, discutable par ailleurs. Plus récemment, je saute évidemment, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, plus récemment, l'acte unique européen de 1986 a renforcé ou instauré la liberté totale de circulation de marchandises, de capitaux, des personnes et la liberté d'installation dans les pays de l'Union. Et au titre de cet acte unique de 1986, de nombreuses décisions des tribunaux européens, de la Cour de justice européenne, ont forcé de nombreux États à libéraliser de nombreux aspects de leur économie. Et alors pour la France, donc, on peut dire que nous devons à cet acte unique la libération du marché des télécoms, de l'énergie, de la poste, etc. etc. Donc je veux dire, tout ça, ce sont des acquis extrêmement positifs, et ce ne sont pas que des acquis purement économiques, ce sont vraiment des acquis qui ont permis je veux dire, la libéralisation du marché des télécoms, sans cette libéralisation, le développement de l'Internet n'aurait sans doute pas été le même, par exemple. Donc, ça a vraiment été des changements de paradigme sociétal, parfois, qui ont été rendus possibles grâce à cette Europe-là. Et donc, ce premier parcours de l'Europe, j'avoue que j'y suis profondément attaché. Et une des craintes que j'ai, c'est qu'une vague d'anti-européisme qui nous submergerait reviendrait sur ces acquis. Ensuite, beaucoup de gens, et certainement beaucoup de bonne foi, se sont dit qu'il faut aller plus loin dans l'intégration, et quelque chose qui favoriserait le commerce, ce serait une monnaie unique, parce que ça supprimerait le risque de change, parce que ça supprimerait les dévaluations compétitives, etc. Et donc beaucoup de gens de bonne foi ont vendu l'euro comme un moyen de fluidifier encore plus les échanges au sein de cette zone d'union de grand marché qui est en train de naître. Et d'ailleurs, en 92, je n'avais que 24 ans, ma réflexion économique était loin d'être aussi développée que maintenant, et c'est l'argument que j'ai acheté, moi, pour voter ce traité, qui fut adopté en France avec une toute petite marge. Alors, comme souvent, très peu nombreux ont été les gens qui, en 1980, enfin à la fin des années 80 ou au début des années 90, quand on nous a présenté le traité de Maastricht, qui a été voté en 92, très peu de gens se sont élevés pour dire « Attention, casse-cou, on va droit à la catastrophe ». Et une des rares à l'avoir fait, c'est Madame Margaret Thatcher, à qui il faut rendre hommage, même si ce n'est pas très politiquement correct en France de lui rendre hommage, qui expliquait à John Major que
même si elle ne voyait pas dans les détails comment ça allait le faire, elle disait que c'était une catastrophe parce qu'une grande monnaie gérée selon les desiderata des Allemands ne pourrait pas permettre aux économies des pays périphériques, qui étaient à l'époque l'Espagne, l'Italie, d'ajuster leurs économies en fonction des exigences de l'Allemagne, et donc, ce serait une catastrophe pour eux. Et Margaret Thatcher n'a pas été écoutée, évidemment, à l'époque. On pourrait également citer des gens comme Milton Friedman, dont les textes ont été publiés récemment dans Contrepoint, qui disait en 99 que l'Europe ne serait jamais proche d'une zone monétaire qu'on dit optimale et que la monnaie unique ne permettrait pas tout un tas d'ajustements économiques qui, dans la vie économique ordinaire d'un pays, sont nécessaires. Et enfin, on peut également citer un auteur bien connu des libéraux qui s'appelle Charles Gave, qui en 2002 a écrit un ouvrage tout à fait exceptionnel qui s'appelle Des lions menés par des ânes, qui décrivait par le menu en 2002 comment la crise allait s'installer en Europe. Et c'est extraordinaire, vous relisez le livre, tout ce qui est écrit s'est produit à peu de choses près, enfin les détails bien sûr, mais enfin, globalement, c'était visionnaire, très peu de gens l'ont fait, et en tout cas certainement pas moi à l'époque. Donc, je ne veux pas faire un truc économique aujourd'hui, je ne veux pas faire une présentation économique, je ne vais pas trop revenir en détail sur les mécanismes qui ont transformé l'euro en échec. Hein, je vous renvoie aux articles de Charles Gave, aux traductions de Friedman, sur Contrepoint, un excellent article de George Stelgin récemment sur turgo.org qui explique tout ça très bien. Bon, simplement, en deux phrases, l'euro a favorisé l'explosion d'une bulle de mal-investissement dans les pays périphériques parce que l'argent trop bon marché favorise des comportements de facilité et de paresse d'investisseurs, quelque part. Et puis, aujourd'hui, l'euro les empêche de reconnaître, quelque part, leurs pertes par la dévaluation de leur monnaie. Il faut savoir que, par exemple, en 1993, la Suède, qui était dans un état de faillite, la situation s'était considérablement dégradée entre 1990 et 1993, ils ont lancé tout un tas de réformes de libéralisation de leur économie, mais en plus, ils ont laissé la couronne se dévaluer de plus de 30% par rapport aux autres monnaies, ce qui a évidemment à court terme obéré le pouvoir d'achat des Suédois, mais de toute façon, il fallait reconnaître les pertes, c'est-à-dire reconnaître que tout le pouvoir d'achat qui avait été acquis dans les années précédentes avait été acquis sur du mauvais crédit non remboursable, donc il fallait le purger. Mais ensuite, ça leur a permis de redémarrer, et même si la Suède est très loin d'être un paradis libéral, aujourd'hui, malgré tout, les progrès de l'économie suédoise, grâce à cette libéralisation et grâce au petit coup de fouet initial que cette dévaluation a permise, ont été patents et flagrants. Alors, après ce vote du traité de Maastricht, en 2005, arrive, je vous fais que les grandes étapes, le traité constitutionnel européen, on nous demande de le voter. Et là, je décide de ne pas faire la même erreur qu'en 92, je décide de le lire, donc je dois faire partie du 1 pour 1000 de la population qui l'a lu de A jusqu'à Z, les 445 pages. Et à 5 jours donc, du vote, je finis la lecture et je décide que je ne vais pas le voter. Et donc je publie un article de mon blog, donc je vous résume l'essentiel évidemment. Pourquoi ne pas voter le traité constitutionnel européen de 2005 ? Il va de soi que mes raisons n'étaient pas les mêmes que celles de M. Fabius ou de M. Mélenchon. Tout d'abord, c'était pas un traité tout blanc ou tout noir. Je veux dire, on nous a pas proposé la constitution de l'URSS. Hein, donc, le doute était permis. Deuxièmement, il y avait des points positifs dans ce traité, notamment la partie 2, qui était une sorte de Bill of Rights européen, moins bien écrit, consacrait quand même des droits aussi fondamentaux que la liberté, la propriété, la libre circulation des personnes, l'égalité des personnes devant le droit. Donc nous, on y est habitués, mais ça n'a pas été sans mal. Mais essayez d'imaginer ce que ça pouvait représenter pour des Polonais, pour des Lituaniens, enfin pour des gens qui venaient de sortir, c'était tout neuf, de 40 ans de pacte de Varsovie, et pour qui ça gravait dans le marbre pour ces pays, ces avancées. Donc ça, c'était quand même très positif. Alors derrière, à côté, on me dit, oui, mais il y a aussi des faux droits. Les fameux droits créances, c'est-à-dire le droit à l'éducation gratuite, le droit à la santé, etc., le droit à l'égalité homme-femme, tout un tas de droits qui supposent qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ces droits et qui sont donc des faux droits, qui sont des droits en fait exercés par les autres pour vous. Mais ça ne m'inquiétait pas trop ce point-là, parce que la Cour de justice européenne, en face d'un cas judiciaire qui mettrait en compétition les droits fondamentaux que nous aimons libéraux et ces droits, faux droits, à mon avis, compte tenu de son histoire et de ce qu'elle a pu voter, de ce qu'elle a pu décider jusqu'ici, aurait quand même été confrontée à une limite d'applicabilité assez basse de ces droits, de ces faux droits par rapport aux droits fondamentaux libéraux. Donc ça m'inquiétait pas trop. Par contre, il y avait beaucoup de choses qui m'inquiétaient beaucoup plus. Notamment un très fort déficit démocratique des institutions de l'Union.
enfin du TCE, tel qu'elle nous était proposée. Donc il y avait plein de choses qui me gênaient. D'abord, une constitution, c'est quoi? C'est quelque chose qui définit des valeurs et qui retire ces valeurs du champ démocratique. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que lorsque vous dites que vous consacrez la liberté du citoyen, ça veut dire que demain, on ne peut plus mettre devant une loi, au vote de l'Assemblée, une loi qui dit non, les citoyens ne sont plus libres. La Constitution retire un certain nombre de valeurs du champ de la démocratie, et donc il faut y faire figurer ce qui est fondamental, mais il ne faut pas en faire figurer trop de choses. Or, la partie 3 du traité constitutionnel qu'on nous imposait consacrait certes certaines politiques qui nous plaisaient, comme toujours le marché libre, la libre circulation des capitaux, etc. Mais moi je dis, ce genre de choses n'a pas figuré dans une constitution, ce sont des choses politiques. Bon, mon Dieu, on ne doit pas avoir peur de défendre ses idées devant le champ politique, mais on ne doit pas avoir peur qu'elles soient remises en danger. Et par contre, elle consacrait aussi la politique agricole commune, les subventions agricoles, elle consacrait l'extension des fonds structurels dans des proportions très importantes, et elle se répandait sur le développement durable dans des termes qui me paraissaient extrêmement dangereux. Je ne reviens pas en détail, mais enfin Cécile nous a expliqué comment des lois environnementales excessives pouvaient être très pervasives. Et donc moi je ne voulais pas voir cette partie 3 figurant dans un traité constitutionnel, parce que ça sacralisait des politiques dont un certain nombre ne me paraissaient pas bonnes. Et même celles qui me paraissaient bonnes, je me disais, mais je suis capable de les défendre dans le champ démocratique et je ne dois pas les imposer. C'est aussi une considération tactique, c'est que si vous figez que des politiques libérales dans une constitution, les socialistes vont faire un lobbying de folie contre cette constitution pour essayer de la faire tomber. Donc, quelque part, il faut quand même laisser le débat démocratique trouver sa place. Et on nous disait évidemment, oui, mais la partie 3, il y a des processus de révision qui sont possibles, mais en fait ces processus de révision étaient tellement complexes et mal dessinés que en fait ces politiques étaient effectivement, selon mon analyse de l'époque, gravées dans le marbre. J'aurais préféré évidemment une constitution recentrée sur l'essentiel, les valeurs, et puis que tout ce qui était politique qu'il fallait mettre dans un texte pour réécrire toute la vague de traités qui était remplacée par le TCE soit mise dans un second texte, mais qui n'avait aucune valeur constitutionnelle et qui était juste un nouveau traité économique de l'Union, mais dont les règles restaient débattables par le processus institutionnel normal. Le deuxième gros problème, qui a été souligné par de nombreux auteurs, c'est que la subsidiarité, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que de faire que les décisions partent de l'individu et remontent, et que simplement ce dont l'individu ne peut pas s'occuper remonte au niveau supérieur, au niveau politique, au niveau local, au niveau national, etc. Ce principe était très mal traité par la Constitution, puisque dès l'article 11, on nous disait quelque chose comme... J'ai imprimé trop petit, j'arrive plus à lire. C'est vraiment bête. Enfin, on nous disait... Les États se saisissent des prérogatives dans une quinzaine de thèmes, sous réserve que l'Union n'ait pas fait valoir les siennes. Autrement dit, à partir du moment où l'Union avait légiféré sur un sujet, les États marchaient au pas, et c'était sur 15 sujets qui touchaient tous les aspects de la vie quotidienne. Donc, ce qu'il aurait fallu, évidemment, c'est que le principe de subsidiarité prévoit une délégation des droits éventuels à un niveau supérieur et non pas une cession de ces droits. C'est-à-dire que si on constate que la délégation au niveau supérieur ne marche pas, il faut que le niveau inférieur puisse la reprendre. Autrement dit, on peut très bien estimer qu'à un moment, je ne sais pas, moi, la politique des infrastructures, effectivement, au niveau des petites communes, c'est peut-être pas terrible, il faut la confier à un niveau supérieur. Mais si on constate que le niveau supérieur n'est pas efficace, il faut que cette délégation puisse être reprise, quitte à ce qu'elle soit réoctroyée par la suite sous une forme différente. Mais il ne faut surtout pas que ce soit figé, et surtout pas que ce soit figé évidemment par un traité constitutionnel. En plus, quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est que tous ces traités et toutes les réflexions en France sur la décentralisation souffrent du même biais, c'est qu'on ne parle que de répartition de compétences entre échelons politiques. Est-ce que c'est plutôt la France qui doit s'en occuper? Est-ce que c'est plutôt l'Europe? Est-ce que c'est plutôt la commune, la région? Mais donc ça, c'est ce que j'appelle en fait la répartition verticale des compétences. Mais on ne parle jamais de la répartition horizontale entre simplement les institutions publiques et la société civile. Et tous ces traités, de la façon dont ils sont rédigés, et le traité-là a été rédigé comme ça, tendaient à dire que toutes les compétences étaient automatiquement de la compétence d'institutions publiques, quel qu'en soit le niveau, et que la société civile, finalement, ne devait être qu'une sorte d'exécutant
non pas des instructions directes, mais enfin du cadre de plus en plus étroit fixé par les institutions publiques. Cela me paraissait très gênant. Et enfin, dernière chose, c'est que pour moi, la Constitution européenne de 2005, telle qu'elle nous était fournie, était un moyen pour les exécutifs nationaux de confisquer le pouvoir législatif. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen ne maîtrisait pas son agenda dans cette Constitution. Donc l'article 34 du titre 1 disait très bien que les lois européennes sont votées exclusivement sur initiative de la Commission. La Commission, élue, non élue, avec donc des bureaucrates désignés par les pouvoirs exécutifs auxquels ils sont redevables. Mais en plus, l'adoption d'une directive européenne était définie par un processus de navette assez complexe, mais une navette entre quoi et quoi ? En France, nous avons un système bicaméral, donc nous avons une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. En Europe, c'est un système monocaméral. Et donc, la navette se faisait entre le Parlement et le Conseil des ministres d'Europe. Enfin, le Conseil des dirigeants européens. Et donc, le Conseil des dirigeants européens, composé de membres des pouvoirs exécutifs nationaux, était en mesure d'avoir un rôle législatif à Bruxelles. Or, vous le savez, une loi votée au Parlement européen, voire même une simple directive adoptée par le Parlement européen, prime sur les droits nationaux, et c'était donc un moyen pour les exécutifs nationaux, et les exécutifs nationaux des grands pays, ceux qui ont du poids, de court-circuiter les assemblées législatives. Et c'était pour moi totalement inacceptable. Et donc j'en ai déduit que cette Europe, qu'on nous proposait en 2005, était une Europe complètement top-down, même si elle se défendait d'appliquer de tels principes, même si le mot subsidiarité était écrit, et que c'était un moyen, en fait, pour les dirigeants des pays européens à coquiner avec la bureaucratie bruxelloise, d'imposer une vue totalement élitiste aux populations européennes. Il y a quelqu'un qui l'a dit de façon un peu excessive, mais qui marque pour moi, c'est Vladimir Boukhovski, l'ancien dissident soviétique, qui a comparé finalement le fonctionnement de l'Union européenne au fonctionnement du Politburo, et qui a dit « Je retrouve beaucoup de traits communs entre l'Union européenne telle qu'elle fonctionne et entre l'ancienne URSS ». Et effectivement, alors le traité n'a pas été voté en France, en Irlande et aux Pays-Bas, mais il a été transformé en traité de Lisbonne, qui est à peu près le même, et il a été adopté directement par les assemblées. Le seul pays où le vote du peuple était obligatoire, on les a fait voter 2 fois, jusqu'à ce qu'ils votent bien. Et donc, quand le comité Nobel dit que l'Europe a promu la démocratie, j'ai un petit peu du mal avec cette affirmation. Mais donc, en gros, l'Europe dans laquelle nous vivons est une Europe dans laquelle tous les instruments législatifs ont été mis en place pour concentrer le pouvoir dans des institutions européennes qui sont totalement non redevables auprès des citoyens et pour pouvoir imposer un ordre européen top-down. Quels ont été les développements post-traité de cette Europe ? Évidemment, il y a eu la crise, et alors là, il s'est passé des choses que personne n'avait pu prévoir. Enfin, personne, si, bien sûr, mais que très peu avaient pu prévoir. C'est l'Europe s'est assise absolument sur tous ces traités, notamment en matière monétaire. Le traité de 92 prévoyait tout à fait expressément que la Banque centrale européenne ne pouvait pas financer directement les États. Elle ne pouvait pas racheter directement ou indirectement des obligations émises par des États. Elle ne devait pas servir de courroie de transmission pour faire en sorte que les gentils Allemands ou les méchants Allemands payent pour les gentils Grecs. Enfin bon. Et évidemment, tout ce que nous avons vu depuis 4 ans, c'est le contraire. C'est-à-dire depuis 2 ans, en fait, depuis le 10 mai 2010. Hein, il se passe toujours des trucs bizarres les 10 mai. Et le 10 mai 2010, donc, le premier plan d'aide à la Grèce est décidé et il ouvre la porte à l'intervention directe de la BCE sur les marchés pour aider des pays en difficulté. Alors, certes, en plusieurs étapes, ça ne s'est pas fait en une seule fois, mais aujourd'hui, donc, toute la BCE ramasse à l'appel
toutes les obligations à maturité de moins de 3 ans. Donc vous achetez une obligation à 4-5 ans, vous attendez 2 ans, et au bout de 3 ans, vous la revendez à la BCE qui fait monter les prix. Génial. Je me demande s'il n'y a pas eu des délits d'initiés d'ailleurs là-dessus. Et du coup, avec le risque, évidemment, alors aujourd'hui on nous dit que ces mécanismes ne sont pas inflationnistes parce que ce que la BCE rachète, elle le stérilise par des mécanismes divers et variés, c'est parfaitement exact aujourd'hui, mais le problème c'est que les réserves qui peuvent servir à stériliser ces fonds ne sont pas inépuisables, c'est très bien expliqué sur un article de l'Institut Turgot, en gros, aujourd'hui c'est au niveau des banques allemandes que l'argent prêté à l'Espagne est stérilisé par ce qu'on appelle les balances target. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour pouvoir stériliser, il faut avoir des choses à mettre sur le marché, et bientôt il n'y aura plus de choses, il n'y aura plus d'actifs de valeur dans le bilan de la BCE qui pourront être mis sur le marché, et la BCE est en train de devenir une espèce de banque poubelle. Et donc, quand l'euro ne sera plus fondé que sur un bilan complètement désastreux de la BCE, non seulement on n'aura pas l'étalon or, mais on aura l'étalon de basse. Et donc, le jour où la BCE sera en faillite, comment est-ce que cette faillite sera couverte? Évidemment par la création monétaire pure. Et là, on aura à la fois des dettes qui seront purgées, donc la possibilité de se réendetter, et une base monétaire qui sera étendue au-delà du raisonnable. Je ne crois pas à des hypothèses hyper-inflationnistes, parce que pour qu'il y ait des hyperinflations, il faut qu'il y ait d'autres conditions qui soient remplies. Et d'ailleurs, tout le discours qui est tenu par Draghi et compagnie autour des conditions pour accéder aux différents prêts, il faut serrer la vis, etc., vise effectivement à éviter ces tensions hyperinflationnistes. Mais par contre, on a quand même des tensions inflationnistes fortes. Alors, au bout de combien de temps, je ne sais pas le dire, mais parce que tout simplement, il est évident qu'il y a un aléa moral terrible qui est créé. Au moment où, à partir du moment où vous dites, si vous avez des problèmes, vous devez faire des efforts, puis on va le contrôler. Mais si vous ne les faites pas, de toute façon, on a prouvé qu'on était faible et on vous aidera quand même. Donc, les réformes structurelles qui seraient demandées pour assainir les finances des États dispendieux prendront beaucoup plus de temps que prévu. Et évidemment, au final, on risque d'avoir une certaine inondation monétaire. Alors bien sûr, on nous dit oui, mais le crédit ne repart pas, etc. Mais enfin, justement, on voudrait qu'il reparte. Donc, le jour où il repartira, on aura là un gros problème d'inflation. Et je vous rappelle que la dernière période d'inflation, il y a des économistes qui vous disent l'inflation c'est bien, ça rembourse les dettes. Ça, c'est une connerie, mais je ne comprends pas. On peut dire ça. Parce qu'ils font l'analogie avec la personne qui achète sa maison et qui, grâce à l'inflation qui est supérieure à son taux d'intérêt, finit au bout de 10 ans par payer le prix d'une paire de chaussures comme mensualité. Sauf que la personne qui rembourse son prêt, quand même, elle se met en situation de très fort excédent budgétaire pour rembourser le prêt. Elle ne fait pas de rollover sur ses dettes. À partir du moment où des États ils ont des prêts à maturité de plus en plus courts, sur lesquels tous les ans il y a une maturité qui arrive, une tranche qui arrive à échéance, et il faut faire un rollover sur la dette. Et bien là, le taux d'intérêt auquel vous réempruntez au moment de faire le rollover, il s'ajuste aux espérances d'inflation. Et donc, tôt ou tard, on va avoir des tranches d'emprunt à renouveler de montants énormes, mais ce ne sera plus à 2%. On va très vite retrouver nos moyennes historiques de 4 et on ira peut-être au-dessus. Bon, et là, on va avoir mal. Donc en fait, l'Europe qu'on nous propose finalement aujourd'hui, on nous propose finalement de faire au niveau européen ce que les Belges n'arrivent pas à faire au niveau de la Flandre et de la Wallonie, c'est-à-dire dire aux Flamands que vous allez payer indéfiniment pour les conneries des Wallons. Ou que les Italiens du Nord vont payer indéfiniment pour l'incapacité de l'Italie du Sud à nettoyer ses institutions. Et on voudrait le faire au niveau européen, on voudrait dire aux Allemands, vous allez indéfiniment aider les Grecs, les Espagnols et les Italiens. Et les Français. Et au bout d'un moment, les Allemands, ils vont dire non. Et d'ailleurs, ils commencent déjà à le dire. Alors aujourd'hui, l'élite allemande résiste à une certaine forme de pression populaire. Je ne crois pas que ça puisse durer indéfiniment. L'histoire dira si j'ai raison ou pas. Et en fait, cette philosophie européenne qui nous est proposée, c'est quoi? C'est un peu l'Europe pour les nuls. Quand je dis bien l'Europe pour les nuls, c'est pour vraiment, vous êtes une banque mal gérée, on vous aide, vous êtes un État mal géré, on vous aide, et finalement c'est l'Europe-providence des États-providence, c'est l'Empire-providence. Vous avez géré vos États comme des imbéciles, pas grave, on met en place un MES qui, grâce au semblant de crédibilité qui reste à l'Allemagne sur les marchés, va pouvoir emprunter de l'argent qu'on va abusivement appeler des fonds propres, alors que c'est que de la dette. Et cette dette va servir à recapitaliser des États, recapitaliser des banques, etc., etc.
Très franchement, est-ce que quelqu'un trouve que c'est un projet politique exaltant pour l'Europe? Eh bien oui, quelqu'un trouve que c'est très exaltant, c'est tous les politiques bruxellois, et c'est pour ça qu'ils veulent nous la proposer. Non, attendez, après, les questions après. Non, non, vous poserez une question tout à l'heure. On met des fois. Tout à fait. Benarescu. Oh, si on commence comme ça, bon. Voilà. Donc, alors, cette fuite en avant fédéraliste, finalement, elle n'est pas très engageante, mais il faut proposer autre chose. Et comme je vous le disais, il faut repartir sur les acquis de la première phase de l'histoire européenne, qui étaient des acquis extrêmement positifs. Et donc, mon envie, c'est de dire, ne soyons pas eurosceptiques, soyons euro-exigeants. Et disons, mais voilà, nous voulons reconstruire l'Europe des libertés. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que cela veut dire? Finalement, ce qui avait été commencé par la liberté économique, c'était bien le premier pas de l'Europe des libertés. La liberté économique, c'est une liberté très importante. Et c'est une liberté qui sera d'autant plus importante aux yeux des citoyens qu'avec tous les problèmes que nous allons avoir demain, les citoyens vont dire, mais oui, on a besoin de croissance, oui, on a besoin de bouffer, oui, on a besoin d'entreprises prospères, oui, on a besoin que le chômage soit résorbé. Et donc, oui, la liberté économique va redevenir vendable aux peuples européens et peut-être même aux peuples français. Et deuxièmement, ensuite, par contre, il ne faut pas que notre projet s'arrête évidemment à la liberté économique, et il faut aller beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'il y avait de bien dans le traité de 2005? C'était toute la partie qui protégeait, quelque part, garantissait des droits fondamentaux qui étaient la vie, la liberté, la propriété, le droit de se déplacer, etc., etc. Et bien donc, il faut essayer de remettre en place une Europe qui permettent d'aboutir à ce projet. Alors, de quelle façon? Je ne suis pas sûr d'avoir raison là-dessus, parce que bon, je suis plus fort pour les concepts que pour l'action politique, mais quelque part, je me dis, il va y avoir des élections européennes en 2014, et il y a des gens au sein de l'Europe, un certain Verhofstadt qui est patron de l'LDR, qui fut libéral dans sa jeunesse, mais qui a un peu oublié son libéralisme et ses classiques au passage, qui s'est allié à M. Cohn-Bendit, qu'on ne présente plus, qui sort un manifeste dont je n'ai pas eu le temps de me procurer, mais dont j'ai eu le temps de lire les bonnes feuilles dans les journaux. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement ? Je peux vous en faire. Enfin, ils nous disent il faudrait que la prochaine Assemblée européenne soit une constituante et dote l'Europe d'une constitution. Alors, si on laisse ces gens-là faire, nous aurons quelque chose qui risque de ne pas ressembler à nos voeux. Mais je ne sais pas si cette initiative a une chance d'aboutir, mais nous pourrions la reprendre en main et dire non, nous avons des propositions à faire pour cette constitution, et quelles pourraient-elles être? C'est important aussi parce que donc, je vous ai dit qu'il y avait des apports libéraux de l'Europe, mais dans des institutions qui sont imparfaites. Et je pense que ces apports libéraux de l'Europe tiennent beaucoup à la chance. C'est-à-dire que finalement, ce sont des apports libéraux de l'Europe qui ont quand même été très poussés par une technocratie qui, parce qu'à l'époque c'était la mode, c'est Thatcher, Reagan, etc., a poussé des idées libérales parce qu'ils étaient convaincus qu'elles étaient bonnes. Mais ça pourrait se retourner, c'est-à-dire si demain ils pensent que l'avenir est dans plus de régulation, plus de coordination, plus d'étatisme, etc., on pourrait très bien avoir un renversement de la part de cette Europe-là. Et donc, le but, c'est de proposer des institutions qui protègent vraiment, mais vraiment avec une protection juridique infranchissable, qui protège les libertés fondamentales des citoyens et qui arrive à les protéger même encore mieux que la Constitution américaine dont Jean-Philippe Feldman nous parlera tout à l'heure. J'ai failli l'appeler François Feldman, il faut le faire. Donc, je me suis dit, mais est-ce que finalement, qu'est-ce que devrait être une constitution libérale? Et j'ai réfléchi, je me suis dit finalement une constitution, ça devrait évidemment pas être qu'un bout de papier sur lequel tout le monde peut s'asseoir, mais il devrait y avoir deux parties. Il devrait y avoir un Bill of Rights qui devrait peut-être être réécrit par rapport à ce que nous connaissons sur 1789, parce que
à l'usage, on s'est aperçu que ce texte avait des petites imprécisions qui permettaient son contournement dans les coins. Et il faudrait également une deuxième partie, qui est la partie, on va dire, la partie basse de la Constitution, qui vient subordonner la première, qui définisse des institutions, mais des institutions dont le seul but est de protéger ses droits. Et ça, c'est très important. Par exemple, la Constitution américaine dit bien le président est le gardien de la Constitution. Alors bon, derrière, il s'accommode de ce droit, enfin de cette obligation de façon assez variable. Mais globalement, on va dire les institutions européennes devraient être les gardiennes de ces droits fondamentaux. Alors j'avais commencé à écrire ce que pourrait être ce Bill of Rights sur mon blog dans un article de 2009. Je ne vais pas vous relire tout parce que ce serait assez fastidieux, mais simplement en exposer les principes. Les principes, c'est évidemment protéger les droits individuels fondamentaux de l'Europe de façon à donner à tout tribunal en Europe, c'est-à-dire que cette constitution ne soit pas un document qu'on range, mais que ce soit vraiment un document utilisable et qui, pour tout tribunal en Europe, d'un pays adhérent de l'Europe, dise, eh bien voilà, quels sont les droits fondamentaux des citoyens qui ont été violés en telle occurrence, et je ne me réfère aux lois de rang inférieur que si j'en ai besoin, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, quand on dit qu'il ne faut pas violer le droit de propriété, quelqu'un dit que sa propriété intellectuelle a été violée, peut-être qu'il faut effectivement se référer à des textes techniques pour savoir ce qu'est la propriété intellectuelle, ou le droit de la famille, le droit des héritiers, etc. Mais à la base, le juge devrait, à partir de cette constitution, et de cette constitution, être capable de dire est-ce qu'un certain nombre de droits ont été violés ou pas. Donc je dis très rapidement, article 1, c'est du banal, hein, tous les êtres humains reçoivent des droits individuels fondamentaux, inaliénables, vie, liberté, propriété, résistance à l'oppression, etc. Et la présente constitution a pour objet la protection de ces droits pour toutes les personnes vivant sur le territoire européen, et pour tous les ressortissants européens en dehors du territoire de l'Union. Si on dit bien, la constitution, elle sert à ça, et elle ne sert pas à autre chose, et elle ne sert pas à dire on va faire une politique agricole commune, elle ne sert pas à dire on va faire le droit à l'éducation gratuite, etc. Non, elle a pour but de protéger des droits fondamentaux et rien d'autre. Article 2, bien sûr, tous les êtres humains sont égaux dans l'exercice des droits fondamentaux. Bon, je passe, c'est du classique. La libre jouissance de ces droits, évidemment, est conditionnée au fait que vous n'en profitiez pas pour amoindrir ces droits chez autrui. Enfin, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Tout ça, c'est du classique. Toute personne qui, à sa majorité, toute personne à sa majorité est présumée pleinement responsable de l'atteinte à ses droits qu'elle fait subir à autrui. Donc, très clairement, la limitation, c'est bien, elle vient chez vous. Hein, et c'est pas par contre un législateur très lointain qui dit vous n'avez pas le droit de fumer, vous n'avez pas le droit de, etc. Non, c'est la limitation, ce sont les droits, la violation des droits pour autrui, mais par contre ce que vous faites pour vous, c'est pour vous. Bon, je m'étais amusé à écrire un peu plus en détail ce que signifiait la liberté, en précisant bien de façon non exhaustive, mais bon, parce que c'est peut-être pas inutile de rappeler que la liberté d'expression, d'opinion, la liberté d'agir, la liberté de s'informer ou d'informer, la liberté de posséder, la liberté d'entreprendre, la liberté de se défendre contre une agression par tout moyen de son choix, y compris en étant armé, etc. J'ai estimé que c'était pas forcément inutile de les rappeler. Bon, alors ensuite, c'est qu'un projet, une proposition, ça se discute, hein, mais enfin voilà. Et on dit ensuite, donc, afin de garantir l'exercice de ces droits, l'Union européenne se donne d'institutions exécutives, législatives et judiciaires. Ces institutions émanent des citoyens de l'Union, sont placées sous leur contrôle. Classique, banal. Leurs représentants sont choisis démocratiquement. La préservation des droits individuels est la mission des institutions de l'Union. C'est à ça que vous servez. Et vous servez à rien d'autre. C'est dur, hein, par rapport à leur conception actuelle, où je m'occupe de tout, etc., etc. Donc ensuite, on dit bien les textes législatifs européens doivent respecter la Constitution, mais n'en font pas partie. Quand j'ai rédigé ça, j'étais un peu perturbé par le titre 3 qu'on m'avait mis. Je ne sais pas si c'est très utile, je ne suis pas juriste, mais enfin bon, ça me paraissait pas mal. Ensuite, quand même, je mets des petites truffes qui plairont moins aux libéraux, je mets des truffes socialistes. Parce que attention, la Constitution, il faut la faire voter par 25 pays qui n'ont pas tous une tradition libérale, à commencer par nous, et je dirais que je ne suis pas certain qu'on puisse mettre sur une même longueur d'onde, par exemple, la Suède ou l'Estonie. Et donc, je dis, les exceptions au principe d'inaliénabilité de la propriété, c'est un petit machin qui s'appelle l'impôt. On permet aux États, aux communes de prélever l'impôt. Mais cet impôt, il doit être, alors là moi je dis proportionnel, bon, la manœuvre paraîtra un peu grosse aux socialistes, je ne crois pas que ça puisse être imposé, mais enfin, si on n'essaye pas, on n'aura pas.
Ce que disait la déclaration de 89, elle disait « à raison de ses facultés ». À raison de, ça veut bien dire proportionnellement à ses facultés, sémantiquement parlant, en français de l'époque. Donc à l'époque, c'était clair, l'impôt ne pouvait être que proportionnel à la faculté de quelqu'un de payer des impôts. Donc, mon Dieu, à ses revenus. Je ne vois pas quelle autre faculté ça peut être. Et donc je pense que rédigé en français moderne, il faut une clause qui dise quelque chose comme ça, proportionnel à sa faculté de payer, et non pas proportionnel à sa consommation d'électricité, à l'envie de subventionner des éoliennes, ou que sais-je encore. Il y avait également un article quelque part disant la personne publique qui reçoit cet argent en est comptable et elle n'a pas le droit de le distribuer à ses copains et elle n'a pas le droit de prendre des lois qui permettent de distribuer indirectement de l'argent à des copains. Bon. C'était des principes qui me paraissaient sains. Je ne sais pas s'il faut tous les écrire. Parfois en écrivant un principe on l'affaiblit. Parce que certains principes des articles bas découlent des articles hauts. Je ne suis pas juriste, mais enfin c'était un petit peu la philosophie. Bien sûr, article 12, tout individu soupçonné d'avoir enfreint, menacé, etc., a droit à un procès équitable, peut utiliser tout moyen à sa convenance pour défendre ses droits, l'accusation doit faire la preuve des griefs reprochés à la défense, à défaut de quoi le doute profite à la défense. En gros, on consacre le principe du procès efficace et du doute qui profite à la défense au niveau du Bill of Rights. Ça, je trouve que c'est pas mal. Après tout, c'est également l'article, je crois, 4, le 4e amendement de la Constitution américaine. Donc, c'est pas idiot d'avoir ce genre de choses dans une Constitution. Et alors là, l'article 13, celui qui porte malheur, et c'est celui qui, évidemment, m'apparaît moi relativement important dans l'optique, justement, de dire ça sert à rien d'avoir une bonne Constitution avant Bill of Rights si chaque État au niveau inférieur peut s'asseoir dessus. Si malgré toutes les précautions prises par le législateur local, national ou européen pour ne pas légiférer contre ces droits fondamentaux, il s'avère prouvé au cours d'un tel procès que l'application d'une loi entraîne la violation des droits fondamentaux, autrement dit, s'il y a une loi qui n'est pas conforme, eh bien, quel que soit le niveau de juridiction, le juge doit être capable de déclarer la loi, en l'occurrence, inapplicable. Le juge n'a pas à faire la loi, il peut dire dans ce cas d'espèce, c'est pas applicable, et cela provoque aussitôt une réaction législative qui est soit un réexamen du texte, soit un réexamen d'une partie du texte, soit l'abrogation du texte. Donc, c'est quand même du lourd. Pourquoi ça? Parce qu'évidemment, dans 25 États, il y a certainement des milliers de textes totalement liberticides qui y figurent, et si vous demandez à une commission de simplification des textes de loi d'aller simplifier la loi dans 25 ou 27 États, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Par contre, si à chaque fois qu'en l'espèce, dans un procès, il y a un avocat de la défense qui dit « regardez ma constitution, là, il y a ma liberté d'expression qui est garantie, etc. » Et là, vous me dites qu'il n'a pas le droit de faire un tweet sur Internet, machin. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette loi que vous m'avez votée? Non, ça va pas du tout. Le juge dira « ben oui, effectivement, en l'espèce, la loi est inapplicable. » Mais on ne l'applique pas, et ça provoque automatiquement une navette où le législateur va se dire « Mon Dieu, est-ce que je dois supprimer la loi, la changer, l'abroger, la changer, etc. etc., etc. » Et c'est un principe extrêmement sain qui peut provoquer l'assainissement de toutes les lois liberticides au niveau européen. Bien, je passe, j'avais encore écrit 2-3 petites choses, mais bon, je m'aperçois quand même qu'il faut que je laisse un peu de temps au suivant. Hein. Mais en gros, le titre 2 me paraissait un titre inférieur en force légale au titre 1, mais qui disait en gros les institutions de l'Union européenne sont bâties pour respecter ça, etc. Et je l'avais très peu écrit parce que finalement, dans un système comme ça, de savoir s'il doit y avoir une assemblée ou deux assemblées, un président ou un premier ministre, etc., je peux dire que c'est pas important, je veux dire c'est l'importance secondaire, et j'avais pas envie de m'acclimater à ça, ça me gonflait, mais par contre c'est clair que si on doit présenter un projet pour les élections de 2014, il faudra peut-être s'y attaquer un peu sérieusement. Alors, évidemment, un tel texte, dans sa partie 2, doit prévoir que la société civile, ça ne va pas être uniquement un texte de répartition verticale de compétences entre les États, etc. Il doit bien réaffirmer la prééminence de la société civile. Et ce n'est que ce que la société civile décide de façon démocratique de confier à un échelon éventuellement public, qu'il peut l'être. Ce principe fonctionne, il fonctionne dans un État voisin que l'on appelle la Suisse. Un État un petit peu bizarre où le Code du travail, j'ai appris ce matin, ne faisait que 3 pages et où pourtant les employés ne sont pas maltraités.
incompréhensible pour un Français, évidemment. Et en fait, par rapport à la petite URSS qu'on nous propose, moi je voudrais faire la grande Suisse. Et je me dis qu'il faudrait qu'on essaye de travailler comme ça. Et je trouve que l'exemple suisse, on en parle de plus en plus. Et à une époque, ça faisait rire. Bon, puis il y a toujours les caricatures, oui, mais ils blanchissent l'argent, etc. C'est fou, en fait. La Suisse a des lois anti-blanchiment qui ont été adoptées, qui sont tout à fait normales. Et qui, je veux dire, je ne suis pas certain que l'Angleterre ait des lois anti-blanchiment supérieures. Mais alors par contre, évidemment, se pose quand même un très gros problème à ce stade. L'idéaliste qui sommeille en vous dit, ouais, c'est super, enfin j'espère. Mais par contre, évidemment, le pragmatique dit, mais attendez, quel politique va être assez con pour accepter un truc pareil? Attendez, je suis politique, c'est pour avoir le pouvoir, c'est pour faire, c'est pour être le maître du monde. Quand je suis en Europe, je veux être président de la Commission européenne, je veux être, sinon le maître du monde, du moins le maître de l'Europe, le mec qui a le pouvoir de faire des politiques, d'imposer des choses, d'imposer ses vues. Et là, on lui dit, non, vous êtes juste le gardien du droit pour les autres de faire. Et vous faites rien, s'il vous plaît. Vendre ça à des politiques, c'est pas facile. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, la première voie, c'est d'essayer de convaincre les peuples de l'Union européenne, de dire, mais oui, nous on veut être libres, merci monsieur si vous voulez être réélu et si vous voulez avoir un bon fromage, merci d'adopter ce texte. C'est possible, si nous sommes là, c'est que nous y croyons. J'ai peur que ce ne soit pas tout à fait suffisant. La deuxième possibilité, c'est de dire le principe de la truffe socialiste. Il faut donner aux socialistes, aux dirigistes, aux constructivistes qui sommeillent chez tout homme politique, un os à ronger. Il ne faut pas choisir n'importe lequel. Il est évident que la politique agricole commune produit trop de dégâts pour qu'on maintienne cet os à ronger-là pour les socialistes. De même, on peut dire par exemple, on n'a qu'à dire on va faire une barrière protectionniste autour de l'Europe, donc vous êtes libre à l'intérieur, mais si vous voulez faire partie du club, vous devez adopter la Constitution qui garantit la liberté de vos citoyens. Si vous n'êtes pas dans le club, vous avez une petite barrière à l'entrée pour vos entreprises de 5 ou de 10%. Mais je n'aime pas du tout cette barrière parce que le protectionnisme, ce serait la négation de ce pourquoi l'Europe a été faite au départ, et je pense que ça porterait en germe des dégâts bien plus forts que le gain que l'on apporterait. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui reste comme truffe? Je pense que il faut maintenir des fonds structurels européens servant à financer des infrastructures ou des programmes de recherche européens. Non pas que ce soit forcément toujours très bien géré, très bien utilisé, ça peut servir à faire des autoroutes qui mènent vers nulle part, ça peut servir à financer des programmes de recherche dont l'intérêt paraîtra un peu douteux parfois sur la fertilité des caméléons dans la baie de Phuket. Je disais non, c'est vrai, ou l'étude de la sémantique des jurons des marins dans le port du port de la Réunion. Authentique, c'est des exemples réels, je les ai vraiment vus, financés par l'Union européenne. Mais je dis que malgré tout, cette carotte socialiste-là serait celle qui ferait le moins de mal laissée dans les mains de politiciens, mais qui pourrait convaincre des politiciens que finalement, tout bien intérêt, ils ont intérêt à accepter une telle constitution sous la pression, bien sûr, de leur peuple en plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une double pression, une petite carotte pour dire ce ne sera pas si terrible pour nous, on aura quand même des fromages, on aura quand même des places bien payées. Les contribuables ne sont pas d'accord, mais enfin, ils continueront à nous donner des salaires corrects. Et en contrepartie, on leur laisse une cour de justice européenne et des tribunaux locaux qui doivent appliquer ces principes très libres, ces principes de liberté. Et peut-être que là, nous avons une petite chance, d'imposer des idées telles que celles que je viens d'exprimer dans le débat. Alors ensuite, comment vendre ces idées à des politiques, quels alliés politiques il faut rechercher, etc. Là, je dirais, moi, je suis pour la division du travail, je ponds l'idée au départ. Ensuite, vous en saisissez ou pas, et des gens qui sont meilleurs que moi en politique essayent de les vendre à qui de droit. Il faut essayer de trouver des alliés européens. Alors malheureusement, j'ai appris que Verhofstadt, dont je disais beaucoup de bien tout à l'heure, était le patron de l'ELDR. Donc le LDR, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais enfin pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des gens au sein de l'ELDR qui sont intéressants. Peut-être qu'il y a d'autres courants au niveau européen qui peuvent être, etc. Peut-être même que certains courants labellés eurosceptiques au niveau européen, si on leur propose ça, peuvent devenir europositifs. Franchement, quand je lis ça et quand je lis le manifeste de UKIP, je me dis,
on doit pouvoir faire des affaires ensemble. J'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin bon, j'y pense. Et donc, cet espace judiciaire qui créerait de facto un grand marché intégral de l'Europe, parce qu'à partir du moment où vous dites que les gens sont libres de commercer et d'échanger, mon Dieu, vous créez de facto peut-être même la liberté des services. À la limite, vous votez ça, est-ce qu'il y a besoin de voter la directive Bolkestein avec tout le problème marketing qui s'attache derrière cette directive? J'en sais rien, c'est peut-être même pas nécessaire. Et je dirais que qui défend ce genre de barrière intérieure, c'est des gens comme par exemple Václav Klaus, le Tchèque, qui serait assez sensible à ça. Mais par contre, il faut se méfier parce que beaucoup de ces eurosceptiques disent si ça ne va pas dans cette direction, on préfère qu'il n'y ait pas d'Europe. Et je le répète, les acquis de la première partie de l'histoire de l'Europe, si on les perd, ça peut aussi être terrible. Donc voilà, c'est un exercice auquel je me suis livré qui est très conceptuel, qui n'est pas forcément opérationnel. Je ne sais pas s'il suscite spontanément, sinon une adhésion enthousiaste, du moins des questions positives, ou plutôt des doutes, des interrogations, etc. Donc écoutez, je vais vous passer la parole pour poser des questions. Enfin voilà, une Europe diverse mais cimentée par la liberté individuelle. C'est un peu ma vision libérale de l'Europe à moi. Voilà. Alors, on va donner la parole à Monsieur Dufond.